mais juste on termine. Virginie n'a pas pu venir. Donc comme vous savez, on y va toujours dans un binôme avec des remplaçants. Donc là, nous sommes avec Isabelle qui est remplaçante de Virginie. Tu veux bien dire un petit mot? Je suis pas très douée non plus pour parler en public. Ouais, mais tu as sûrement Ouais. des témoignages à Même dire. si je suis un peu habituée à parler en public, puisque je suis la présidente du football club Epany-Métessy. Donc voilà, je suis un peu obligée de temps en temps de le faire. Moi, si j'ai voulu aussi m'engager comme ça, déjà c'est encore en tant que bénévole. L'année dernière, pendant un an, pratiquement un an, on n'a pas pu être bénévole, on n'a pas pu, les enfants sont restés enfermés. Et au mois d'août, je me suis dit, mais je suis une mamie, et qu'est-ce que je vais dire à mon petit-fils s'il me dit, mamie, qu'est-ce que tu as fait? Et c'était impossible pour moi de rester sans rien faire. Donc j'ai essayé au niveau du club de foot de faire, on a pu faire les stages en été, on a pu œuvrer quand même pour eux. Pendant le confinement, là, on a encore, dès qu'on pouvait faire des entraînements, on les a fait. Donc on essaye pour les enfants de faire quelque chose, mais ça suffit pas. Enfin, je peux pas faire que là au niveau du club de foot. Il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que je puisse me dire, mais j'ai tout essayé. Et voilà. Donc là, quand j'ai eu l'opportunité de m'inscrire, bon, je me suis dit pas en tant que candidate quand même, parce que j'ai aucune expérience. En plus, j'ai toujours travaillé en Suisse, donc je suis désolée, mais j'ai été un petit peu loin du mouvement des Gilets jaunes parce que je suis désolée, j'étais un petit peu en dehors de ça, même si je soutenais quand même tous vos mouvements et que je me disais qu'on vous manipulait, qu'on vous cassait, qu'on nous mentait à la télévision parce que chaque fois on nous montrait des trucs que vous n'aviez pas fait et qui étaient pour moi qui étaient faux, mais que tout autour de moi on croyait que vous étiez des gens horribles qui avaient tout cassé. Et j'ai essayé de dire mais non, on vous manipule, on nous ment. Mais non, les gens regardaient TF1 et regardaient TF1 et croyaient que vous étiez des gens horribles qui allaient qui allaient faire des Donc voilà, je me suis engagée. Maintenant, on verra bien. Bravo. Témoignage très fort, merci. Mon remplaçant, je vous le présente. Alors lui, il aurait pu monter une liste sur Faverges. On aurait eu quelques soucis éventuellement avec Marc, mais ils se connaissent très bien. Et donc, toi, tu es plutôt 100% Savoie. C'est ça, pour une Savoie libre. Savoie libre. Bon, eh bien, on se revoit. Donc, tu me remplaceras à partir de l'année prochaine. Parce que, donc, soit on a tout raté, et donc on sera dans la sécession. Et donc, en effet, ce ne sera pas une Savoie libre, on sera sécessionniste. Mais pour l'instant, on attend de voir ce que ça donne à la présidentielle. Et remplaçante, en fait, c'est l'épouse de. Voilà, l'épouse de. Mais le mix sur Evian. Bonjour à tous. Je sais pas, ça fonctionne. Oui, plus près le micro. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Charlotte. Je suis la femme de Johan Conchon qui se présente pour le parti Libre et Citoyen avec Tania Roux sur la circonscription d'Evian. Voilà. J'étais pas du tout préparée à faire un petit discours. On m'a dit, allez, vas-y, va présenter le parti. Donc moi, mon action, elle est représentante de représentante, comme Stéphane l'a mentionné. Le parti Libre et Citoyen s'est fait vraiment sur l'idée qu'on devait tous participer et reprendre le pouvoir. Je pense qu'on est tous là pour la même raison. Et redonner la possibilité à chaque citoyen de redonner leur voix et de se faire entendre pour les questions importantes, à savoir qu'on doit tous être acteurs de notre vie, de nos décisions, de nos choix. Moi, je suis là aujourd'hui en tant que maman. Mon fils est là-bas en jaune, vous pouvez le voir, caché. J'ai mon deuxième qui est à la maison avec mon mari. Et je pense que, justement, l'idée de donner la voix aux citoyens, c'est aussi permettre à chacun de préparer l'avenir de nos enfants et de leur donner la possibilité à eux aussi d'avoir le choix, de pouvoir se faire entendre et d'apprendre à développer leur esprit critique, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement dans notre pays qui est la France. Je suis professeure, donc moi je le vois tous les jours, mes étudiants ils sont grands, et moi j'ai besoin, je leur demande, je leur dis, faites état de votre esprit critique, regardez ce qui se passe autour de vous et prenez cette voie, décidez-vous même de votre vie, ne vous laissez pas imposer des décisions qui ne sont pas pour votre intérêt, mais pour des intérêts bien plus hauts que vous ne connaissez même pas.
Donc si je suis là, c'est pour représenter mon mari, mais aussi dire qu'il y a quelque chose qui me semble très important, c'est l'éducation de nos enfants, et pas leur imposer des choses contre leur volonté, la volonté de leurs parents. Seuls les parents peuvent savoir ce qui est bien pour les enfants. Les enfants sont en mesure de décider aussi pour eux. Ne les laissons pas à la dérive dans un système qui les oublie et qui considère qu'un enfant doit juste suivre la voie de se faire vacciner ou d'apprendre que ce qu'on leur dit à l'école est l'ultime vérité. Il y a autre chose, et il y a justement ne pas écouter les grands médias, la grande presse qui leur dit, comme des moutons, suivez ce que dit l'un et l'autre, non, apprenez à réfléchir par vous-même. Voilà, donc ça c'est mon combat. Oui, attends. Pascal, donc tu vas nous présenter en 2 minutes justement donc on n'a pas de sécession justement. On se donne encore cette échéance-là pour redresser la France avant les présidentielles. Autrement, ce sera la sécession. Tu vas nous présenter justement ce dont vous militez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pascal Valin, j'habite Choisy. Dans ces discours cet après-midi, d'ailleurs, je voudrais remercier Martine, son mari, Stéphane, de me donner la parole. Tous ces gens qui ont le courage de se présenter pour se battre, pour sortir de cette situation catastrophique. J'ai entendu parler d'une certaine angoisse, j'ai entendu une certaine angoisse dans tout ce qui a été dit. J'ai entendu parler de vaccination, de passe vaccinal, d'imposition, d'entreprise, d'économie qui ne va pas bien. Il faut, je pense, que vous preniez conscience d'une réalité. Nous sommes ici dans un paysage magnifique. Ce paysage magnifique, si vous ne le savez pas, c'est une réalité, c'est l'État de Savoie. Je vais vous raconter, résumer 161 ans d'histoire en moins de 2 minutes. En 1860 a lieu l'annexion de l'État de Savoie. Il faut savoir que l'État de Savoie, c'est un État qui est millénaire. Le duc de Savoie, à l'époque, Victor Emmanuel, a bradé ce pays contre la couronne d'Italie. Il l'a bradé à Napoléon III, voilà, donc c'est fait. L'État de Savoie est devenu, a été constitué ensuite de 2 départements, 73 et 74. Voilà, donc fin du premier acte. Arrive un deuxième acte extrêmement intéressant. Le 10 juin 1940, un certain Mussolini envahit l'État de Savoie et le comté de Nice. Le comté de Nice étant rattaché historiquement à l'État de Savoie. De ce fait, le 10 juin 1940 est une date extrêmement intéressante, car c'est du droit international. Le traité d'annexion de 1860 est suspendu. De ce fait, l'État de Savoie redevient indépendant. Arrive une deuxième date, 1947. Le secrétariat de l'ONU, qui vient d'être créé en 1945, dont la France est un membre permanent, déclare, je résume, hein, c'est très vite fait, les pays qui ont un traité d'annexion et qui souhaitent le conserver, vous avez 6 mois pour le faire enregistrer à mon secrétariat. Cette décision concerne le traité d'annexion de la Savoie par la France. La France, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, ne peut pas se dire qu'il va commencer très bientôt à décoloniser. L'ONU a été aussi créée, il faut savoir, a été aussi créée dans ce sens-là, de participer à la décolonisation des nations. Donc la France ne peut pas dire, moi j'ai la petite Savoie, la geste traité, je veux la garder en ma possession, c'est une colonie. Donc ce traité est tranquillement mis sous le tapis par la France et n'est pas réenregistré au secrétariat de l'ONU. Donc double peine. Aujourd'hui, depuis 1947, l'État de Savoie est officiellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'aucune administration française n'est légitime sur le territoire de Savoie. Tout à l'heure, nous avons eu la visite de deux gendarmes français. Moi, je les appelle FFOI, Force française d'occupation illégitime. Ça peut peut-être choquer, mais c'est une réalité. Donc, ils sont repartis gentiment. Voilà, ça s'est passé très, très bien. Il faut savoir aussi que depuis le 10 juin 1940, ce monument que vous avez là, qui est au courage des résistants des Glières, ne devrait pas exister. Depuis le 10 juin 1940, la guerre n'aurait jamais dû avoir lieu dans l'État de Savoie, c'est-à-dire les 2 ex-départements 73 et 74. Donc là, on parle du passé. On va parler de l'avenir maintenant. Je fais partie du gouvernement du gouvernement de transition de l'État de Savoie. Nous battons pour reprendre le pouvoir, pour le redonner
aux gens que vous êtes, aux citoyens, au peuple de Savoie, tout simplement. J'ai 61 ans, mon but n'est pas de faire une carrière politique. Une fois que j'aurai fait mon travail, je repartirai tranquillement chez moi où j'ai beaucoup de choses à faire. Nous travaillons actuellement sur un projet extrêmement intéressant qui est la monnaie de l'État de Savoie, qui va être une monnaie, j'ai entendu parler de monnaie locale, hein, Stéphane en a parlé. Cette monnaie locale va devenir, le but c'est qu'elle soit au niveau national, donc État de Savoie, totalement indépendante du système financier actuel, en dehors de l'euro, des banques et ainsi de suite, pour redynamiser l'économie. Nous avons plusieurs projets comme cela. Alors je ne vais pas... vous avez eu une patience d'ange, vous avez écouté, encore une fois, je remercie Martine, son mari, et Stéphane de m'avoir donné le micro. Renseignez-vous, allez sur notre site Sénat Souverain de Savoie. Nous avons travaillé aussi sur le préambule de la Constitution que vous trouvez sur notre site. Vous verrez, c'est très très intéressant. Vous êtes des êtres humains souverains. Vous pouvez reprendre votre souveraineté ici dans ce pays de Savoie. N'hésitez pas, renseignez-vous, informez-vous. L'avenir est pour nous, tout simplement. Le but, nous reprenons le pouvoir ici, nous le peuple, les gueux, les sans-dents, les alcooliques, comme je dis. Mais ce n'est pas de nous séparer définitivement de la France. Nous avons bientôt 161 ans d'histoire commune avec la France. On ne va pas ériger des barbelés le long du Rhône, qui est la frontière naturelle. Dès que nous aurons retrouvé notre souveraineté, la France en profitera automatiquement. L'Italie aussi par contre-coup, et par contre-coup aussi l'Union européenne. Beaucoup de choses vont changer. Ça ne va pas être une affaire de décennies. À mon avis, c'est une affaire de semaines, voire 2 mois. Quelques mois simplement. Les choses bougent énormément au niveau planétaire. Donc je vous invite, renseignez-vous sur le Sénat souverain de Savoie. Je vous remercie de votre attention et puis on a eu la chance d'avoir un temps merveilleux. Merci. Merci Stéphane. Juste pour compléter ton intervention, j'étais au tribunal vendredi dernier. On a donc une des personnes qui a contesté des amendes. Il l'a fait sur une nullité également par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer. La juge s'est prononcée. Bien sûr, elle renvoie la nullité, ils n'acceptent pas de la prendre en compte. Mais la juge a dit une chose très intéressante, comme quoi, donc, c'est pas l'indépendance de la Savoie qui est remise en cause, c'est son rattachement et la sortie. Vous n'auriez pas été rattaché à la France, mais éventuellement vous auriez été rattaché à l'Italie. Et là, donc, comme elle avait déjà lancé la perche plusieurs fois pendant l'audience, là je lui dis non, pas forcément l'Italie, mais la Suisse. Donc je peux dire que éventuellement le système suisse, qui est donc justement pas idéal, mais c'est l'État qui se rapproche le plus de la démocratie en Occident, donc avec les cantons qui sont indépendants, qui ont des votations régulièrement. Vous avez le 13 juin, ils vont voter contre les lois fédérales qui imposent les mesures Covid. Donc le 13 juin, donc une semaine avant nos élections, ils vont donc se prononcer là-dessus. Donc on aurait pu être rattaché éventuellement à la Suisse, ce qui serait préférable d'être rattaché actuellement avec cet État français qui abuse donc des peuples. Et une Suisse qui est hors Union européenne justement, mais qui fait partie du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme. Jean-Luc, tu voulais faire donc une intervention finale. On va terminer par toi éventuellement avec une expérience. C'est après, Joss, c'est après. Et donc, parce que Jean-Luc est ancien donc, juge des prud'hommes, et donc de cette expérience-là, tu peux en dire 2 mots, simplement pour voir comment l'inversion des normes s'est faite, et que les prud'hommes ne sont plus ce qu'ils étaient auparavant, c'est plus au nom du peuple français, vu que ce sont les syndicats qui nomment les prud'hommes et non plus des élections prud'homales. Voilà, donc si tu veux en toucher 2 mots. Et après on mangera. Enfin, bon. Mangez déjà, de toute façon, mangez déjà. Bon, je sais que c'est la fin et je comptais pas intervenir à la fin, je suis désolé. Je voudrais répondre à plusieurs personnes sur des questions qui se posent. L'article 27, qui est celui « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. » Donc ce n'est pas contre Madame Vonner, ce n'est pas le procès de Madame Vonner qui est ici, mais c'est tout simplement pour dire que un député ou quelqu'un qui a eu un mandat électif direct, une fois qu'il est élu, il ne doit pas obéir à un parti ou à un pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui se passe sur les smartphones, comme l'a indiqué Madame Vonner, ça s'appelle en termes de droit une forfaiture.
Une forfaiture, c'est un terme militaire que j'ai expérimenté, moi, parce que j'ai été jugé au tribunal de Bonneville dans le cadre des Gilets jaunes. Les préfets reculent et les procureurs reculent devant le mot forfaiture, y compris devant les gendarmes. Je ne suis pas DRG, je ne suis pas franc-maçon, mais quand on sort certains termes où ils peuvent perdre leur métier et leurs droits civiques, je vous garantis qu'ils réfléchissent une fois, pas deux. Le principe, il est simple. La forfaiture est un terme qui provient de l'armée. C'est un terme militaire. C'est un terme militaire qui indique que l'on va changer de sens à un mandat et qu'on va prendre la place d'un autre. Dans l'armée, si je suis tirailleur, fusillé, eh ben je vais être à mon poste de fusillé pour fusiller quand on me dit de tirer. Je ne vais pas aller faire la cuisine parce que j'ai faim. Eh bien, dans le cas des mandats, c'est la même chose. Quand vous avez un mandat à élection directe, comme ça s'est fait dans le cas y compris de l'AREM ou autre chose, un député est fait une fois élu pour représenter tout le monde. Et j'ai expérimenté ça dans le cadre des prud'hommes. Les prud'hommes, vous alliez voter pour les prud'hommes directement avant la loi travail. Depuis la loi travail, le prud'homme est choisi par le gouvernement, par le ministère du Travail et par le ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'on a fait un mandat électif à élection directe, un mandat impératif, ce qu'on appelle un mandat impératif qui n'a pas du tout la même signification que disait tout à l'heure le monsieur en ce qui concerne la Commune de Paris. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Quand on a un mandat impératif, ça s'appelle une forfaiture. Donc on a des partenaires, les partenaires sociaux qui ne sont plus des partenaires sociaux aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus élus directement. Vous allez élire des gens dans vos entreprises, mais après c'est l'État qui choisit. Donc les partenaires sociaux qui étaient élus directement, qui sont issus du Conseil national de la résistance, aussi, géraient vos fonds de retraite, géraient votre sécurité sociale, géraient tout ce qui est le parc des HLM, tout ce qui était social, c'était fait par l'intermédiaire des partenaires sociaux. Et ça s'appelait partenaires sociaux parce qu'ils étaient élus directement. Maintenant, ça s'appelle des corps intermédiaires, comme sous Pétain, parce qu'ils sont choisis par l'État. Et le corps intermédiaire était représenté sous Pétain par la charte du travail. Et quand on fait une charte, c'est-à-dire qu'on obéit à un pouvoir. Donc toute la République, la REM, en ce moment, ce qui se fait, comme ils ont des mandats impératifs, parce qu'on leur dit de voter ceci ou de voter cela, ça s'appelle une forfaiture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une forfaiture? C'est une trahison. Une trahison vous faire perdre tous vos droits civiques. C'est-à-dire que quand moi je suis passé devant le tribunal, y compris avant le tribunal dans la gendarmerie, à la gendarmerie, j'ai dit voilà, je manifeste parce qu'on a un gouvernement qui a été élu sous une forme de forfaiture. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? J'ai dit tout simplement, c'est qu'on a empêché au maire, au moment des élections à Macron, de signer pour 2 candidats. Si moi demain je veux présenter quelqu'un pour faire une élection, le maire n'a pas à me refuser une signature, même s'il signe pour quelqu'un d'autre. Donc comme il y avait de l'argent en jeu, c'est-à-dire que comme ils avaient supprimé la taxe professionnelle pour faire la taxe, la contribution sociale des entreprises, 20% revenait directement avec notre État Macron, revenait à Paris. Et Paris redistribuait. Et Paris a dit, si jamais vous signez pour que telle personne se présente, telle personne se présente, telle personne se présente, vous n'aurez pas les crédits. Donc ils ont fait d'un mandat électif direct un mandat impératif par ce moyen-là. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu se représenter comme M. Guénaud. Alors c'est vrai que M. Guénaud était la cartouche de M. Sarkozy, puisque M. Sarkozy n'avait pas été choisi, ça avait été truqué, il avait mis Guénaud. Tous les gens, tous les maires de la France entière, y compris dans les dom-toms, ont reçu, si vous votez pour Guénaud, si vous permettez de donner des voix à Guénaud, vous n'aurez pas de subvention. C'est comme ça que le mandat est devenu impératif, et c'est pour ça que la représentativité de M. Macron est faussée. Et à partir de ce moment-là, quand vous dites ça à un magistrat, toute personne, tout ministre, toute personne qui a un mandat, y compris Mme Vonner, toute personne qui a conscience d'une forfaiture, s'il ne la dénonce pas, il perd ses droits civiques. C'est-à-dire que vous expliquez ce que c'est que la forfaiture aux gendarmes, aux préfets, aux procureurs. S'il ne la dénonce pas, il n'est plus procureur, il n'est plus gendarme, il n'est plus rien. Donc vous n'avez pas à lui obéir. Ceci dit devant mon avocat, au juge, le juge
Alors, où est la possibilité de chacun? Quand vous dites que la Constitution ne nous défend pas, moi je vous dis si, monsieur, elle vous défend. Parce que l'article 27, tout le monde est impératif, est nul. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises à partir du moment où Macron a été élu, elles sont nulles. Et ça veut dire que vous, chacun, à titre individuel, devant chaque gendarme, devant chaque préfet, devant chaque procureur, devant chaque élu, même un maire, vous pouvez lui dire, monsieur, je vous explique ce que c'est que la forfaiture, et si vous ne la dénoncez pas, vous êtes forfait vous-même. Donc, monsieur, si vous êtes forfait, j'ai pas à vous obéir. Voilà, voilà le truc. Voilà, alors j'ai dit ça devant un juge, j'ai dit ça devant un juge, j'ai dit ça devant un juge. Le juge, il m'a dit, oui, monsieur, vous n'avez pas tort. Qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça se fasse, pour que le juge accepte, il faut que vous me mettiez, moi, juge, en état de forfaiture. À partir de ce moment-là, ça passe au PROC, et après, il faut mettre le PROC en forfaiture, après, il faut mettre le ministre de tutelle en forfaiture, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'énormes moyens. J'avais un avocat qui faisait des bons comme ça. Je lui dis, je ne suis pas là pour ça, madame, je suis là pour m'expliquer pourquoi je manifeste. J'ai pris un mois avec sursis, pas grand-chose, 80 € d'amende. Alors que ça aurait pu, au départ, c'était 3 ans et demi. Hein. Donc avec un moyen comme ça, tout le monde peut se défendre. Tout le monde. Vous. Par contre, ce que je demanderais à madame Vonner, si elle veut bien, ou à tous ces gens qui ont des mandats et qui ont du pouvoir, c'est d'étudier juridiquement, précisément, et à monsieur explique aussi, s'il est d'accord, de faire un petit fascicule d'utilisation de ce moyen. Parce qu'il ne faut pas y aller avec la fleur au fusil, là. Là, vous êtes en place des magistrats, des flics, vous pouvez leur faire perdre leurs droits sociaux, vous pouvez leur faire perdre leur mandat. Je vous garantis que si vous vous trompez, ils ne vont pas se tromper. Donc, j'ai été élu prud'homal, c'est pour ça que je connais particulièrement ce qui me tient à cœur, la gestion du social et la gestion du travail et tout ce que c'est la représentation du mandat, donc de cette forfaiture, parce que moi j'ai donné ma démission, je veux ne pas être une forfaiture, personne ne m'a suivi. Mais tous mes collègues, j'aurais dit, vous êtes tous en état, messieurs, dames, de forfaiture, y compris au préfet de Bonneville. Il a changé depuis. Et quand le préfet Lambert, qu'on discutait, qu'on lui expliquait, devant la préfecture, où avait été abattu le chef des miliciens, M. Lelon, je vous garantis, il ne m'a pas envoyé, fait chercher par les gendarmes. Parce qu'ils connaissent ce discours-là, notre ancien monsieur Lambert, notre ancien préfet. C'est pas que je suis DRG ou que je suis un protégé, c'est qu'il y a des armes. Et ces armes, il faut que vous les appropriez vous-même, pour que vous les utilisiez vous-même. Mais pour ça, il faut vous former, il faut que les politiques qui soient en place vous forment. Et monsieur explique, je compte sur vous et je vous remercie pour cette parole, si elle vous a été utile. Merci. Toujours très utile. Alors, toi, ça fait juste 2 ans, ici, sur le plateau des Guillages, je te rencontrais là-bas, et c'est comme ça qu'on s'est connus au début, il y a 2 ans de ça, au mois d'avril 2019. Je peux dire aussi qu'on revenait d'un certain endroit au Grand Bornand, où il y avait le cimetière des miliciens, où les FTP, donc les résistants communistes, et l'armée secrète, donc les forces de Gaulle résistantes, avaient jugé les miliciens. Il y a encore un cimetière à visiter. On a fait les vidéos, j'ai envoyé ça à tous les députés du gouvernement. Je peux vous dire que tous les films ont été censurés, YouTube a été censuré, et on ne retrouve plus rien de tout ça. Donc ça serait à refaire, et monsieur le Faucigny, si vous voulez avoir de l'audimat, vous en aurez. Bien. Donc, très important ce que tu viens de dire, il faut s'outiller soi-même. En effet, moi je vais donc au tribunal, donc j'ai une vingtaine de procédures, je vais au tribunal avec des notes écrites. Il faut bien comprendre, il faut faire des notes écrites, les paroles passent, les notes par contre restent dans le dossier. Et donc vous avez des notes gratuites de défense, aussi bien gilets jaunes que Covid, donc sur mon site personnel, donc c'est espic.eu, donc www.espic.eu, et vous avez également donc le site démocratie2.io, IO comme Internet Organization, donc démocratie2.io, et donc l'objectif c'est ce que j'ai un petit fascicule que je vais vous donner, donc après pour s'outiller justement c'est ça, et donc on commence la consultation dès maintenant, pendant la campagne. Donc vous avez donc les phases que j'avais commencé à énumérer au début. Donc la première des choses c'est la consultation, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais vous donner le fascicule de consultation avec plein de questions sur les choses qu'on a abordées là et d'autres qu'on n'a pas abordées. Donc c'est la consultation dans un premier temps. Deuxième temps c'est de l'information, trouver de l'information par rapport à la question qu'on vous pose. Troisième élément donc c'est le sondage.
pouvoir savoir comment les gens s'orientent, et donc faire votre propre opinion. Ensuite, débattre, c'est le débat. Ensuite, c'est la votation. Donc ça, on ne pourra pas le faire pendant la campagne, mais on pourra mettre en place, si on est élu, donc pouvoir faire des votations populaires, donc que les gens puissent s'exprimer officiellement avec, pas France Connect, mais avec des systèmes qui permettent donc de bien valider le vote, avec des redondances qui permettent, qui empêchent les manipulations des bulletins de vote, etc. Et donc la dernière chose, c'est les procédures collectives, faire des actions collectives, arriver à refaire, même si ce n'est pas un élu, des gens vont s'exprimer par exemple sur un thème, on essaie de les regrouper et de les faire travailler sur ce thème ensemble. Donc c'est vraiment travailler avec les personnes, fédérer les bonnes énergies et consultation en permanence. Consultation, information, débat, sondage, votation, action collective. Et si je repose la question, mais pas suite, c'est pas grave.